sommes lundi 6 juillet 2026. Bonjour à vous, chers auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission de débat d'idées avec ou sans parure sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Talfaya sur le 102.2. Cet été encore, le thermomètre s'emballe. Jeudi dernier, Sidi Slimane a enregistré la valeur la plus élevée à 47,3 degrés Celsius. Et pas moins de 13 villes ont vu leur température dépasser les 40 degrés. Il fait beaucoup trop chaud, n'est-ce pas, pour parler d'autre chose. Alors on se pose la question, à quoi ressembleront nos étés dans 10, 20 et 30 ans ? Cette vague de chaleur est-elle un avant-goût de ce qui nous attend ? L'adaptation est-elle aujourd'hui plus urgente que la lutte contre le réchauffement climatique? On ouvre le débat avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. À mes côtés, cet après-midi dans le tour de table, Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien et météorologiste. Vous êtes cofondateur, directeur général du cabinet d'études d'ingénierie et de conseil Hydromé. Vous avez plus de 20 ans d'expérience professionnelle en génie hydraulique et météorologique, une expérience multidisciplinaire et diversifiée dans la gestion et la planification des ressources en eau. Mohamed Jalil, bonjour, bienvenue, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Madame Switat, merci beaucoup de nous avoir reçus, merci. Chakib Laraki avec nous également, professeur spécialisé en pneumologie et en allergologie. Vous êtes membre de l'Académie française de médecine. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau également. Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir accueilli. Le plaisir est partagé. Noa Denkomia, architecte avec nous également. Vous êtes diplômé de l'école spéciale de Paris. Vous avez votre cabinet privé depuis 1982 à Casablanca. Vous avez réalisé de nombreux équipements publics et des résidences privées. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'école d'architecture de l'UM6P de Ben Grir. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau également. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Zakaria Sader avec nous également, directeur général du groupe Alto Eco. Vous êtes auditeur ingénieur spécialisé en énergie et environnement. Le groupe que vous dirigez est spécialisé dans l'ingénierie environnementale et décarbonation. Vous êtes également enseignant dans des écoles d'architecture et d'ingénieurs, également conseiller auprès d'associations œuvrant dans la décarbonation et la construction durable, telles que le Morocco Green Building Council ou le groupement Green Building. Passionné par la durabilité et les enjeux de la décarbonation, vous êtes par ailleurs expert Passive House Designer certifié par l'Institut allemand PI, n'est-ce pas? Bonjour à vous, Zakaria Sader, et merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Asma, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et enfin, pour compléter le tour de table, Timothée Orbach, responsable de pôle ressources naturelles à l'AFD à Rabat. Vous avez une formation de climatologue. C'est en 2017 que vous avez donc rejoint l'AFD, n'est-ce pas, l'Agence française de développement, et depuis 2023, vous travaillez sur à Rabat. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous étiez au ministère des Affaires étrangères et du Développement international en 2013. Vous avez travaillé au sein de l'équipe de France du climat à la préparation de la COP21 qui a permis d'aboutir à l'accord de Paris en 2015. Bonjour à vous, Timothée Orbach, et merci d'être avec nous. Bonjour Asma, bonjour à tous les auditeurs. Et maintenant qu'on connaît le tour de table, je vous propose d'écouter l'éditorial préparé par la rédaction. On se retrouve juste après pour vos commentaires. Il fut un temps où les épisodes de chaleur extrême étaient des événements exceptionnels. Aujourd'hui, ils sont plus fréquents et plus forts à mesure que la planète se réchauffe. Ils interviennent par ailleurs précocement dans le siècle. La question n'est donc plus de savoir si le climat change. Les observations sont là, année après année, et les modèles climatiques convergent. Dans l'ensemble du bassin méditerranéen, dont fait partie le Maroc, les vagues de chaleur devraient être plus fréquentes, plus longues et plus intenses au cours des prochaines décennies. Pour le Maroc, cette perspective est tout sauf théorique. Nous vivons déjà dans un pays où l'eau est une ressource sous tension, où l'agriculture dépend fortement des aléas climatiques, où les grandes villes concentrent des millions d'habitants exposés à des îlots de chaleur, où les incendies de forêt deviennent plus difficiles à maîtriser et où les besoins en climatisation exercent une pression croissante sur le système énergétique. Face à cette réalité, une tentation existe. Considérer chaque épisode caniculaire comme une crise passagère, à gérer dans l'urgence avant de passer à autre chose. Or, c'est peut-être cette approche qu'il faut abandonner. Car si les projections scientifiques se confirment, les canicules ne seront plus des accidents climatiques. Elles constitueront le nouveau contexte dans lequel il faudra vivre, travailler, produire, construire et protéger les populations. La vraie question devient alors celle de notre niveau de préparation. Nos villes sont-elles conçues pour supporter durablement des températures extrêmes ? Nos écoles, nos hôpitaux, nos transports, nos logements offrent-ils une protection suffisante ? Les entreprises peuvent-ils continuer à faire travailler leurs salariés dans certaines conditions de chaleur ?
Sommes-nous prêts à protéger les personnes âgées, les enfants, les travailleurs agricoles, les ouvriers du bâtiment, tous ceux qui sont les plus exposés? Et au-delà des infrastructures, il y a aussi une question de gouvernance. Le Maroc a démontré à plusieurs reprises sa capacité à conduire de grandes politiques publiques lorsque les priorités sont clairement identifiées. La gestion du stress hydrique, le développement des énergies renouvelables ou encore les investissements dans les infrastructures en sont des exemples. Mais sommes-nous en train de préparer le pays à un climat où les étés de 45 voire 50 degrés pourraient devenir plus fréquents dans certaines régions? S'adapter ne signifie pas renoncer à lutter contre le changement climatique. Les deux démarches sont complémentaires. Les modèles climatiques ne prédisent pas un avenir figé, ils dessinent des trajectoires probables qui dépendent aussi des choix que nous faisons aujourd'hui. Alors à quoi ressembleront nos étés dans 10, 20 ou 30 ans? La réponse dépendra en partie du climat, mais elle dépendra aussi de notre capacité collective à nous préparer à ce qui n'est peut-être plus une exception, mais la nouvelle réalité de notre siècle. Avec ou sans parure. le débat est ouvert. Mohamed Jalil, ingénieur, hydraulicien et météorologiste, une première réaction par rapport à l'éditorial qu'on vient d'écouter? Alors, l'éditorial a planté le décor en parlant de situation au Maroc. Le Maroc, effectivement, j'ai toujours tendance à rappeler la variabilité climatique du Maroc. Nous vivons dans un monde où le climat est très, très variable. D'ailleurs, nous l'avons vécu au cours des dernières années. La variabilité hydraulique, hydrologique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une variabilité thermique. Au Maroc, on a en valeur normale, si vous voulez, une vingtaine de jours normalement de canicule, une vingtaine de jours de ce qu'on appelle les vagues de chaleur. Je vais revenir sur la définition exacte, scientifique et normative de ce qu'on veut dire par vague de chaleur, parce qu'il y a beaucoup de terminologies qui doivent être stabilisées. C'est ce que nous appelons en Darija Smaim. Et puis par la suite, évidemment, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a une exacerbation de cet état de fait, de ces vagues de chaleur, avec des perspectives qui sont données aujourd'hui par les modèles climatiques au niveau mondial et qui concernent notamment le pourtour du Méditerranée, qui sont très, 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 très alarmistes. Bien sûr, les impacts, l'éditorial parle aussi des impacts socio-économiques sur les ressources en eau, sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Nous avons un docteur parmi nous qui va peut-être s'étaler là-dessus. Alors évidemment, juste pour la précision, on ne peut pas parler de tous les volets, sinon on aurait eu 12-13 personnes autour de la table. Tout à fait. On a fait le choix de mettre le focus aujourd'hui sur la santé et l'habitat. Absolument, mais ce qui est extrêmement important, c'est de se dire aujourd'hui qu'on n'est plus dans un contexte de crise, on est véritablement dans un changement total, un dérèglement climatique, où il y a un nouveau climat qui s'établit avec une exigence en termes de préparation. Donc, l'éditorial parle aussi de préparation, du niveau de préparation. Je crois qu'il va falloir avoir une stratégie de parade et de préparation vis-à-vis de tous ces risques climatiques qui vont crescendo dans le futur. Voilà. Timothée Ourbach, responsable du pôle ressources naturelles à l'AFD. Une réaction également par rapport à l'éditorial ? Oui, mais une réaction relativement rapide. Dans l'éditorial, par exemple, on parlait de vagues de chaleur qui étaient plus intenses, plus fréquentes, plus longues. Elles sont aussi de plus en plus précoces. Et ce que nous disent les scientifiques, si on regarde un peu les rapports du GIEC, ils nous disent notamment que les événements extrêmes du type d'une canicule ou d'une vague de chaleur, on aura la définition exacte dans quelques secondes, ou des inondations, par exemple, encore un type d'événement extrême, vont être de plus en plus, encore une fois, fréquents, intenses. Il y a un graphique que j'aime bien de ce que proposent les scientifiques du GIEC. Et quand vous dites, précoce, parce que ça a été dit dans l'éditorial, mais ce qu'on a dit dans l'éditorial, c'est qu'ils surviennent précocement dans le siècle par rapport à tout ce qui est modélisation climatique, etc. Mais quand vous dites plus précoce ou plus tôt, dans l'année. Elles arrivent plutôt dans la saison. Dans l'année. Tout à fait. Et par rapport à ce que vous dites sur ce qui arrive dans le siècle, il y a un graphique du GIEC, je vais essayer de l'expliquer sans pouvoir montrer le graphique, mais qui est assez intéressant. Ces événements extrêmes de type inondation, sécheresse, etc., ce qui était la norme il y a 100 ans va se matérialiser désormais tous les 10 ans. Il y a une puissance logarithmique dans la fréquence des événements. Ce qui était la norme, l'exception, l'événement extrême il y a 100 ans, il va se matérialiser tous les 10 ans. Celui qui était tous les 10 ans va se matérialiser tous les ans. Celui qui était tous les ans, et vous avez compris la logique. Et donc, par exemple, on ne va pas parler changement de fréquence. Un changement de fréquence. Une crue, ce qu'on appelle une crue centennale en hydrologie, va statistiquement, d'après les prévisions et quelques fois les scénarios, va devenir décennale. Et donc, les canicules, on sait qu'il va falloir s'y adapter ici et ailleurs, rive nord et rive sud de la Méditerranée, puisque
vous parliez de la Méditerranée, de plus en plus fréquemment, et donc, c'est ce dont on va parler pendant toute la matinée. Oui. On va y revenir, effectivement. Pas la matinée, mais l'après-midi. Il est bien 14h passé 10 minutes. Shakib Laraki, professeur spécialisé en pneumologie, en allergologie, une réaction également par rapport à l'éditorial? Il a un peu tout résumé, mais en ce qui me concerne en tant que médecin, il faut qu'on se pose la question claire, qu'est-ce qu'on veut pour les populations à venir? C'est un problème de raisonnement éthique. C'est un problème de raisonnement éthique et une éthique sanitaire qui doit se baser beaucoup plus sur la production de la santé des gens que de soigner des maladies. C'est ça le plus important. Et là, on ne va pas dans ce sens. Dans notre pays, on ne va pas dans ce sens. On est en train de multiplier les cliniques pour soigner des gens et on pense peu à produire de la santé. Et la santé, c'est une réflexion éthique qui vient des gens du terrain, qui pratiquent ça tous les jours, et une prévention éthique sanitaire pour produire des personnes plus saines ou qui, au moment même de leur mort, qu'ils meurent en bonne santé. Mais pas avec des polymaladies qui sont dues à cet effet de réchauffement. Et cet effet de réchauffement, il est dû à la production humaine. Les gaz à effet de serre, c'est des gaz qu'on produit, qui existent naturellement, mais qu'on surproduit. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui réchauffent la Terre, même quand on ne produisait pas. Heureusement qu'ils étaient là pour que les gens ne meurent pas sur Terre. Mais on a tellement produit qu'ils vont surchauffer la Terre et qui vont dépasser la santé et heurter la santé des humains. Donc moi j'ai déjà travaillé beaucoup sur cet aspect parce que moi je suis diplômé par ailleurs en climatologie médicale. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps, du fait que je suis pneumologue. Donc vous comprenez très bien la relation entre les deux. Et par conséquent, j'ai publié un article dans le dernier bulletin de l'Académie française de médecine, qui est un des plus gros bulletins européens, qui traite d'une approche santé, environnement, travail. Parce que les gens, en travaillant, ils veulent gagner leur vie, mais ils perdent leur santé. Et ils polluent. Donc maintenant, je parle, moi, dans mon approche, en disant on ne doit plus avoir de programmes nationaux de santé, ni de programmes nationaux d'environnement, ni de programmes nationaux de travail, mais un programme intégré dans lequel il y a un équilibre entre la santé, l'environnement et le travail. Il ne faut pas qu'en voulant travailler pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent, qu'on perde sa santé. Voilà ce que j'ai à dire, mais c'est quelque chose de complexe. On reviendra sur cette idée de production de la santé qui me semble effectivement très intéressante. Dans ce débat, Nourdine Komira, architecte, une réaction également par rapport à l'éditorial qu'on a écouté? Oui, l'éditorial intéressant qui dresse un petit peu le panorama de l'actualité en matière de réchauffement climatique. Le Maroc, lui, s'y prépare depuis déjà très longtemps, parce que nous sommes quand même un pays africain avec des températures quand même qui, dans certaines régions, dans certaines zones marocaines, qui avoisinent quand même les 45, les 50 degrés. Donc, on a l'habitude de la chaleur et on a toujours construit, enfin moi je suis architecte, donc on a toujours construit en tenant compte des vicissitudes justement de ce climat. Froid en hiver, très froid en hiver et très très chaud en été. Donc l'architecture au Maroc, c'est toujours, en tout cas l'architecture traditionnelle, c'est toujours adapté à son climat. Aujourd'hui, les villes sont en train de s'étaler. C'est vrai que les dernières COP ont toujours souligné et alarmé un petit peu le fait que les villes s'étalent, que ce sont des îlots de chaleur qui sont en train de se démultiplier à l'infini, que le niveau de la mer est en train de monter et que dans une centaine d'années, peut-être un tiers des villes côtières auront disparu. Et nous serons à ce moment-là peut-être 11 ou 12 milliards sur Terre. Donc effectivement, comment se préparer à tout ça? Mais je dis que le Maroc s'y prépare déjà depuis 2019, avec la loi 4709, qui avait donc été promulguée, qui dicte un petit peu le règlement thermique de la construction au Maroc. Déjà depuis 2019, toutes les constructions au Maroc et toutes les villes au Maroc sont soumises à ce règlement thermique. Donc ça fait déjà 6-7 ans en fait, qu'on est conscient qu'il faut légiférer et qu'il faut construire d'une certaine manière pour préserver, si vous voulez, la santé, l'équilibre et puis le bien-être des gens
malgré ce réchauffement et aussi le refroidissement. En fait, on est conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'est pas appliquée? Si, elle est parfaitement appliquée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas construire si vous ne faites pas appel à un bureau d'études spécialisé en développement durable et en efficacité énergétique. Et la plupart des promoteurs, aujourd'hui, construisent selon les règles parce que, d'abord, ils sont obligés et surtout, ils ont intérêt. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un appartement s'il n'est pas climatisé. Pourquoi? Parce que justement, pour le chauffage et pour la climatisation, pour le chaud et le froid. Donc, on reviendra sur la question de la climatisation, effectivement, qui s'est invitée dans le débat en Europe, mais ça ne nous empêche pas de se poser les mêmes questions, pourquoi pas. On verra ça tout à l'heure, okay. Et puis on parlera aussi de tout le stock des bâtiments qui ne sont pas faits dans les normes parce qu'ils ont été bâtis effectivement avant cette loi, avant cette réglementation, parce que ça aussi. Mais il y a manière on peut les rénover. C'est le plus gros, j'imagine. Oui. Ça, on en a déjà parlé avec Zakaria Sadek, directeur général du groupe Alto Eco. Une réaction par rapport à l'éditorial? Alors, l'édito aborde pas mal de points. C'est très intéressant. On parle d'adaptation au changement climatique, de la santé, le rendement au travail, l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a pas mal de points qui ont été abordés. Mes collègues ici ont rappelé l'importance de la santé, l'importance de l'évolution du climat et les projections climatiques. Je pense à un point, peut-être que si je me permettrais de rajouter, c'est un enjeu lié à l'assurance. Aujourd'hui, il y a des bâtiments avec ce changement climatique, avec ses effets sur le sol, précisément, si on fait le focus sur le sol, asséché, qui gonfle, il affecte la structure des bâtiments et donc la solidité des bâtiments. Et là, on tombe sur un risque d'effondrement. C'est un autre sujet. Je ne veux pas trop alarmer là-dessus ou être très négatif sur ces points, mais c'est une question qui est très importante, qui touche des acteurs importants au Maroc, qui sont les banques assurances, que eux-mêmes doivent jouer un rôle très important. C'est-à-dire, on a la population, on a les architectes, on a les professionnels qui peuvent se poser la question, est-ce que demain nos bâtiments sont vivables? Les banques et les assureurs devraient se poser la question aussi, est-ce que demain ils peuvent assurer ces bâtiments? Si un bâtiment n'est pas assuré, il n'est pas, à mon sens, pas habitable, parce que les risques qu'il peut porter ne sont pas garantis, ne sont pas couverts. Donc ça, c'est un point important à prendre en considération, et c'est ce qui se passe en Europe. À Paris, il y a plusieurs bâtiments qui ne peuvent plus être assurés. Les assureurs ne peuvent pas prendre le risque parce qu'ils savent très bien que la structure ne tient plus avec le gonflement du sol. Donc on peut, je pense, enrichir encore plus le débat, mais on n'aura pas, comme tu disais, le temps d'aborder tous les points. Non, mais on reviendra sur la santé, on reviendra sur les autres sujets. Oui. Et il y a moyen aussi de parler de ce volet-là. Tout à fait. En tout cas, il y a un point, je pense, important, le dernier, c'est que c'est un travail collectif. On ne peut pas réfléchir de manière individuelle, que chacun pense à son logement, comment il va le réfléchir ou comment lui-même va se réfléchir. On est tous dans le même globe et on est tous concernés par cette problématique. Bien sûr. Cette citation, si vous le permettez, pour commencer, pour lancer le débat, la canicule que vit la France et une partie de l'Europe n'est pas seulement la nouvelle norme. Prévient un journaliste spécialisé en environnement à New Scientist, vous savez, ce magazine scientifique. Il faut s'attendre, nous dit-on, à pire dans les années à venir. Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien et météorologiste, vous pensez quoi de cette affirmation et ça veut dire quoi finalement? Il faut s'attendre à pire dans les années à venir, dans un langage plus scientifique, ça veut dire quoi? Absolument, c'est une affirmation qui est tout à fait probable parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, date d'aujourd'hui, nous vivons dans un climat qui est caractérisé par une forte perturbation qui est due au changement climatique, qui était exacerbée par le changement climatique dont mes collègues ont parlé aujourd'hui, par les effets des gaz à effet de serre, etc., etc. Mais je voudrais préciser une chose. Aujourd'hui, la tendance au réchauffement est une réalité scientifique qui a été confirmée par les rapports du GIEC, qui a été confirmée par les scientifiques au niveau du monde entier. Aujourd'hui, si je prends uniquement ce qu'on appelle les canicules, mais beaucoup plus scientifiquement, on parle de vagues de chaleur, parce qu'il faut aussi préciser qu'on parle il y a une différence entre les deux? Une différence, si vous voulez, axiologique, mais si vous voulez, on parle de pic de chaleur quand on est dans les statistiques. Quand on observe un petit peu les statistiques sur une ville comme Casablanca, on a un pic comme ça, hop, 2 jours, 3 jours, et puis ça part. Mais quand on s'installe dans la continuité, quand on est sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, etc., on est véritablement dans une vague de chaleur. Et la vague de chaleur a été définie au niveau mondial par l'Organisation météorologique mondiale comme étant, premièrement, par l'élément de persistance, c'est plusieurs jours. Ce n'est pas uniquement
un pic instantané. Et deuxièmement, c'est un dépassement de la normale. Et la normale à Paris, ce n'est pas la normale à Marrakech, voyez-vous. Donc, ça dépend aussi des contrées, ça dépend aussi des sites. Quand on dépasse sur un site donné la normale, c'est-à-dire la moyenne sur les 30 dernières années. C'est ça, en fait, la définition de la normale normative au niveau de l'Organisation météorologique mondiale. Si je prends la normale sur Casablanca et je la dépasse de 5 à 12 degrés, sur plusieurs jours, on est dans la vague de chaleur. D'accord. Et cette vague de chaleur, évidemment, même au Maroc, il est contrasté sur le plan territorial. La vague de chaleur à Casablanca sur le littoral n'est pas la vague de chaleur sur d'autres zones comme les zones oisiennes ou les zones de montagne. À l'intérieur des terres. Hein. Parce qu'effectivement, il y a l'effet spatial, il y a l'effet de disparité spatiale, mais il y a aussi les microclimats locaux. Les microclimats qui sont imposés par les écosystèmes, par les hydrosystèmes, par les océans, par la côte, par la forêt, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, et pour rebondir un petit peu sur la question que vous avez posée, c'est qu'aujourd'hui, on parle de risque en termes de fréquence, c'est-à-dire en termes de fréquence de dépassement ou de période de retour. Aujourd'hui, les périodes de retour qui sont utilisées au niveau mondial, c'est 10 ans, 50 ans, 100 ans. C'est très connu quand on prend un orage, on définit un orage, sa gravité par rapport à sa période de retour. On dit que cet orage a une période de retour de 10 ans, de 20 ans, et les périodes de retour élevées correspondent à des risques qui sont élevés. Aujourd'hui, avec 1 degré, si vous voulez, la moyenne mondiale du réchauffement climatique, c'est aux environs de 1,1, 1,2 degrés. Déjà, avec ce réchauffement climatique qui a été observé aujourd'hui, on a une multiplication du risque et de l'étendue des vagues de chaleur par 3, par 2,8 à peu près. C'est-à-dire qu'au Maroc, si on a 20 jours en moyenne normale, c'est-à-dire avant l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire au début du siècle, aujourd'hui, on a 3 fois plus 20 jours. On s'installe dans les 60 jours, 50 jours. Mais avec 2 degrés, on passera à 6 fois. 6 fois. Et ça, c'est le scénario le plus optimiste. C'est ce que j'allais vous dire. Ça me paraît. Moi, j'allais vous dire pessimiste, mais là, vous dites effectivement, c'est le scénario le plus optimiste. Il y a encore pire parce que, voyez-vous, dans le changement climatique, on parle de trajectoire de changement climatique, de scénario de changement climatique. Nous avons 3 groupes de scénarios. On a un scénario bas, un scénario médian et un scénario haut. Si on se situe dans le scénario haut, c'est-à-dire dans le scénario où on n'a pas respecter l'accord de Paris, on n'a fait aucune au niveau mondial, on n'a fait aucune action multilatérale et sérieuse entre les États pour pouvoir rabattre le changement climatique et l'atténuer, on serait dans les 4 degrés, et dans les 4 degrés, on est à 40 fois. Ce n'est plus à 6 fois, 40 fois. C'est-à-dire que pour le Maroc, on est pratiquement toute l'année. Toute l'année des vagues de chaleur. Je rebondis sur l'idée qui a été dite tout à l'heure. Ça répond presque à la question posée. Oui, absolument. Au début de ce débat. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, les zones les plus affectées aujourd'hui, qui ont ressenti ça, c'est l'Europe occidentale, l'Europe centrale et l'Afrique du Nord, mais aussi une partie des États-Unis, une grande partie de l'Asie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les 1%, durant ces derniers jours, les 1% des contrées et des zones qui ont été les plus chaudes sur toute la planète, le Maroc y est. Ouais. Le Maroc y est, et pas tout le Maroc. Le sud du Maroc, une grande partie des Dokala, une grande partie des plaines littorales font partie de ces 1% au même titre que le Sahel, et au même titre que la Corne d'Afrique, et au même titre que le Moyen-Orient. Voyez-vous? Donc on est véritablement dans une marmite, si vous voulez, dans une fièvre totale qui touche aujourd'hui le globe terrestre. Alors, justement, par rapport à... là, vous avez presque répondu à la question que j'avais posée à Timothée Orbach, parce que je voulais savoir si le Maroc, de par sa proximité avec l'Europe, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe ces dernières semaines, je voulais savoir s'il était tout aussi exposé que le vieux continent. Est-ce que c'est cette proximité-là qui fait qu'il est exposé ou pas du tout? Sa position géographique aujourd'hui qui fait qu'il est tout aussi exposé, c'est quelque chose qu'on savait déjà, qui était déjà connu dans les modélisations climatiques? Oui, tout à fait. C'était déjà connu. C'est pas la proximité ou le fait que la Méditerranée soit entre l'Europe et l'Afrique qui joue sur cette vulnérabilité, ce type de risque. Mais clairement, l'Afrique du Nord est tout à fait impactée au même titre que l'Europe. Prenons les incendies, par exemple. Mon collègue parlait de la question de l'assurance dans les bâtiments. Oui. En ce moment, là, j'étais tout à l'heure, en attendant le début de l'émission, il y avait France 24, ils montraient des feux de forêt en Grèce.
la France est en train de brûler pour grande partie du sud de la France. Portugal et on était, il n'y a aussi, pas si longtemps, avec les collègues ici de l'ANEF, l'Agence nationale des eaux et forêts, dans le centre de risques environnementaux et climatiques à Rabat, qui fait du monitoring sur les risques de feux de forêt ici au Maroc. Voilà, typique. Et d'ailleurs, il y a des échanges, notamment de Canadair, donc de mobilisation de moyens aériens entre la France et le Maroc, pour ne citer que ces deux pays, mais il y a d'autres pays européens et africains qui sont concernés par ce type de risque. Donc oui, typiquement, la proximité entre les deux rives va être une source de mutualisation des solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Même si la solution pour régler un problème d'incendie, c'est la solution la pire. Enfin, la pire. On arrive en bout de chaîne, si vous voulez. Oui, clairement. Juste, en quelques secondes, revenir un tout petit peu sur la question que vous posiez sur est-ce qu'il faut s'attendre à pire ? Peut-être juste pour bien cadrer le débat, mais je pense que... Et que veut dire surtout le pire ? Parce que est-ce qu'on arrive à l'envisager clairement, ce pire, aujourd'hui ? On peut toujours se faire de la science-fiction, mais on a l'impression que la science-fiction d'il y a 20 ans est la réalité d'aujourd'hui, quelque part. Les mauvais scénarios que nous prédisaient les climatologues et l'ensemble de la communauté scientifique qui travaille dessus depuis des dizaines d'années est en train de se matérialiser. Vous disiez dans l'introduction 47 degrés, et je crois que j'ai lu que dans le Maroc, on avait dépassé les 50 degrés en 2023. Agadir. Agadir, exactement. C'est un record mondial qui a été inscrit dans les registres de l'Organisation météorologique mondiale, qui a été exposé par le secrétaire général. Et juste en venant, je regardais les alertes de la DGM, de la Direction Générale de la Météo marocaine. Moi, j'ai repris marocaine. effectivement les chiffres de la semaine dernière, de jeudi dernier. Ceux de cette semaine nous disent qu'on est en vigilance orange ici au Maroc, ça veut dire entre le 4 juillet et le 8, là on est le 6 aujourd'hui, sur plus de 20 provinces qui sont concernées par des températures entre 43 et 46 degrés. Et si on rajoute 26 provinces qui sont concernées par des températures au-dessus de 40, on a plus des 2/3 des provinces du royaume qui sont en risque de température 40 degrés. Vous imaginez ce que c'est. Et nous encore, on va pouvoir parler des solutions. Je pense que c'est une manière d'adresser la question que vous posez. C'est pas seulement parler des constats qui font assez peur à tout le monde. Il s'agit bien sûr de faire peur, entre guillemets, à nos auditeurs en leur disant attention, l'avenir, il n'est pas forcément très rose. Ils font peur, mais qu'on a tendance à oublier rapidement. Exactement. Il y a une espèce de capacité à oublier le pire de notre côté. Mais par contre, je pense qu'on va en parler dans le débat, il y a pas mal de solutions qui existent à des échelles architecturales, à des échelles de politique publique de la ville et plus largement. Mais il y a vraiment un point qui m'a interpellée en préparant l'émission et qui m'a interpellée, c'est pour ça aussi que j'ai programmé ce sujet aujourd'hui, vous dites clairement qu'on est dans la cible, c'est-à-dire qu'on est concerné, et vous le dites, Timothée Roback, c'est pas seulement la proximité avec l'Europe qui fait que on est tout aussi exposé, mais la canicule, ou en tout cas la vague de chaleur que vit le Maroc actuellement, elle provoque pas les débats auxquels on assiste en France et en Europe. Pourquoi ? Alors, j'ai entendu Nordine Komia dire tout à l'heure, effectivement, qu'au Maroc, on était plus ou moins habitué à la chaleur, etc. Est-ce que ça nous immunise quelque part ? Voilà, c'est une question que je pose. Je ne sais pas si vous avez une réponse, Timothée Roback. Écoutez, sur cette question, moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre. Mais vous avez un regard externe. Et ça, c'est externe du fait que, effectivement, vous travaillez ici au Maroc depuis un certain moment, mais vous avez aussi l'expérience de l'étranger, etc. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, tout à fait. Non, mais clairement, une question intéressante. Comment est-ce qu'on peut susciter le débat public, par exemple, en faisant ce type d'émission ? Est-ce que ça revient à minimiser, finalement, ces vagues de chaleur ? Peut-être qu'il y a une certaine habitude. Vous l'avez mentionné dans votre introduction, et je vous laisse la parole dans quelques secondes. Il y a plus d'habitude à cette haute température. Encore une fois, la question, c'est l'intensité de ce qu'on est en train de vivre et la manière dont on peut s'y préparer. Le Maroc sort de 6 ans de stress hydrique, qui est un corollaire, quelque part, de ces impacts du changement climatique, et a su s'y adapter dans la mesure du possible, avec des impacts sur le monde agricole qui sont conséquents tout de même. Mais ça a pu typiquement susciter du débat public. Peut-être que le débat, il va arriver. Et puis moi, je pourrais vous parler aussi de ce que nous, AFD, Agence française de développement, on fait pour accompagner le Maroc dans certains types de développement de trajectoire. Mais c'est intéressant ce que vous soulignez, parce que la sécheresse va effectivement, la rareté de l'eau et tout, va provoquer le débat public, j'ai envie de dire le débat public, mais qui a lieu surtout dans les médias, etc. Mais c'est pas tout le monde qui participe à ce débat-là, et dans les choix aussi des solutions qui sont adoptées, les précipitations aussi, beaucoup moins les épisodes de chaleur. Nordine Komia, architecte, vous voulez réagir ensuite, Zakaria Sader ? Oui. Par rapport à cette question de débat. Oui,
le débat, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même dire une vérité de la palisse, c'est-à-dire que l'homme, l'humanité, n'y est pour rien. Parce que quand on parle comme ça, on a l'impression de faire le procès d'un système de développement, d'un système, si vous voulez, où l'humanité, où les hommes ont laissé tomber un petit peu le côté naturel pour s'engager dans une voie de bétonisation de la planète. D'accord ? Je pense que... Je n'ai pas l'impression qu'on ait dit ça, mais c'est pas grave. Allez-y, je pense que... Non, mais il faudrait déculpabiliser, en fait. Nous déculpabiliser, parce qu'on n'y est pour rien. Je reprends les termes de notre spécialiste. La planète a de la fièvre, d'accord ? Elle a de la fièvre, elle a 40 degrés de fièvre, de manière générale, mais l'homme n'y est pour rien. Hein, moi, je rappelle quand même qu'il y a quelques millions d'années, c'était hier, on chassait le thon et le requin à Bengrir. D'ailleurs, ça fait le phosphate, notre richesse nationale, on est bien d'accord, ce sont des déchets organiques qui sont des déchets marins. Hein, il y avait de l'eau. Le Maroc était un grand lac ou une grande mer. Il y avait des forêts partout, etc. Mais bon, ça date de millions d'années. Là, on est en train on est dans une société où la rapidité, où l'immédiateté, l'ubiquité est un maître mot, d'accord ? Mais il faut aussi donner le temps au temps. Un siècle, 1000 ans, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, d'accord ? Voilà, c'est peut-être une vision. Il y a au moins 2 personnes qui veulent réagir. Oui. Alors le Maroc, lui. Je vais les laisser réagir. Hein. D'accord. Mais allez-y. Chekib El Araki, mais Zakaria Sader qui voulait répondre. Se rejoindre. Allez-y, je vous en prie. Docteur, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Bien sûr, l'acte humain, il est là. Que ce soit l'industrialisation. Ces enregistrements de montée de température datent depuis l'ère de l'industrialisation et ils sont fortement élevés avec les émissions de gaz à effet de serre qui se sont explosées et ça continue à exploser. Bien sûr, la main de l'homme, elle a toute la responsabilité sur ce sujet-là. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout sur le climat. Il y a tellement de facteurs que même ces scénarios faibles, moyens et forts, il y a des taux d'incertitude qui vont dans les deux sens. Ça peut être encore pire de ce qu'on imagine, mais ça peut être un peu moins. Alors, mais on dit vaut mieux surestimer que sous-estimer. Hein, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est sûr. Mais sinon, pour revenir à la question tout à l'heure du débat, de l'adaptation et la résilience, peut-être la différence entre pourquoi ça alarme pas trop, à mon sens, ici au Maroc, ces montées de température qu'on peut voir. C'est même un non-sujet, en fait. Oui, parce que je pense qu'on a cette résilience, cette adaptation. Ce n'est pas les premières vagues de chaleur qu'on connaît. Moi, je connais depuis mon enfance. Je me rappelle quand j'étais petit, on habitait dans un quartier, toutes les portes, on ne sortait pas la journée. Oui, mais encore une fois, pardon Zakaria Sader, mais encore une fois, la fréquence, l'intensité... C'est ça, oui, qui change. Qui change et que tout le monde ressent. Et pourtant, il n'y a pas de réaction, ni de la part des médias, ni de la part... Non, mais je ne dis pas qu'il faut s'alarmer et qu'il faut effectivement faire des débats longueur de journée sur ça. Oui. Mais j'ai l'impression, encore une fois, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais en tout cas, on peut faire une revue de presse, on peut regarder les émissions qui sont programmées, on peut regarder aussi les débats qu'il peut y avoir sous la coupole du Parlement, et ça ne suscite pas le débat aujourd'hui. Si on compare par rapport à la France, vous demandez aujourd'hui aux Français la canicule, comment ils les marquent, ils vont tous se rappeler 2005. 15 000 morts avec les vagues de chaleur, principalement les personnes vulnérables, les personnes âgées et les jeunes. Aujourd'hui, on lance dans les médias des alertes à bien s'hydrater, à utiliser les brasseurs d'air, à trouver d'autres solutions, à ne pas sortir à tel et tel. Mais on n'entend pas ça ici au Maroc, on n'entend pas ces précautions. S'il y a une petite brève ou deux qu'on peut trouver dans les médias par rapport à cela et le ministère de la Santé, on va en parler, qui rappelle qu'il a lancé un dispositif. Visiblement, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un dispositif national, qui est prévu qui est dédié aux vagues de chaleur. Oui, un facteur qui influence la population, c'est ce qu'on voit sur les images, sur les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. De manière Regardez ce qui s'est passé en France, les gens qui se bagarrent sur la clim, ça on l'a pas vu au Maroc. Pourquoi ? Parce que nos bâtiments aujourd'hui au Maroc sont presque tous équipés de climatisation. Presque tous. Vous dites ? Oui.
Presque tous. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, Parce que moi, je les ai cherchés, ces chiffres-là, aujourd'hui. En préparant l'émission, je ne les ai pas trouvés. J'ai trouvé des chiffres, un taux d'équipement, mais des chiffres qui datent de 2015. On est vers 9,2%, quelque chose comme ça. Si on revient un peu en arrière, quand le Maroc a décidé de mettre la réglementation sur l'efficacité énergétique, à ce moment-là, il y avait des chiffres, parce qu'on importe beaucoup de climatiseurs. Et on sait, chaque été, le vente des climatiseurs... Comme si vous le permettez, on va arriver à ce point-là. Mais avant, je voulais faire... Non, mais attendez, Chakib Laraki qui veut réagir depuis tout à l'heure. Professeur spécialisé en pneumologie, en allergologie, voulait réagir. Alors voilà, heureusement que j'arrive en bout de fil. Je viens d'écouter des choses qui sont fausses et justes. Quand on voit, et certains dans la planète, même parmi les plus grands... Dans le centre du micro, s'il vous plaît. Il y a, même parmi les plus grands de la planète, il y a certains qui te disent, en tous les cas, ce qui se passe ici, en ce moment, c'est un cycle naturel de la Terre, tous les je ne sais pas combien de millions d'années. Il y a ceux qui, comme moi, qui sont très scientifiques et qui sont terre à terre, et bien depuis qu'il y a la pollution, depuis que l'homme pollue, depuis que l'homme fabrique des choses, avec les énergies fossiles, etc., eh ben, il y a une augmentation de la température et il y a ce type de canicule. Heureusement qu'il y a des spécialistes avec nous qui vont pouvoir départager. Oui, tout à fait. Heureusement. Mais si ils n'ont pas pu départager, parce que vous avez même des gens qui sont hautement placés dans le monde qui te disent on avait dit tout pollueur ça veut rien dire payer. Être hautement placé dans vous le monde. Comprenez, la preuve, il y a des gens qui sont pollueurs mais qui ne veulent pas payer. Puissance mondiale. Voilà. Bah alors, il te dit moi il pollue, il te dit moi je ne paie rien parce que moi c'est un cycle naturel. Non, moi, ce n'est pas un cycle naturel. Moi, quand j'ai 75 ans, dans ma jeunesse, je n'ai jamais assisté à la canicule, d'autant plus que j'ai vécu toujours à Casablanca. Les canicules n'est apparu de façon franche au Maroc que depuis les années 90. Et alors, quand vous dites que les gens ne débattent pas je ne réponds pas, Mohamed Jalil, parce que je n'ai pas de réponse à cela, mais je vais vous laisser réagir après. Mais quand on vous dit qu'ici, il n'y a pas beaucoup de débats, parce que tout simplement, la population marocaine a d'autres priorités. Vous pensez que c'est pour ça? Vous pensez que c'est pour ça? Ben oui. Sabré, pourvu qu'il trouve de quoi aller se faire payer, de quoi payer la nourriture, de quoi payer les soins, etc., de quoi payer le loyer. Est-ce que toutes les personnes, combien de personnes ont un appartement déjà? Et combien de personnes ont un appartement équipé en climatisation et en chauffage? C'est une bonne question, mais on n'a pas les chiffres. Il y a très peu de gens. On peut y répondre. Très bien. Et même quand vous parlez de chauffage et de climatisation, est-ce que le chauffage et la climatisation ne produisent pas lui-même de la pollution? Bien sûr, mais ça c'est avéré. Ça, c'est, Vous savez, c'est ce serpent qui se mord la queue. Donc, donc il y a un certain nombre de choses. Moi, je l'ai dit dès le départ, c'est de l'éthique. C'est une éthique sanitaire. Est-ce qu'on veut des populations futures en bonne santé ou tout ce qu'on veut, c'est de la production, gagner de l'argent, et puis pour le moment, en faisant fi des gens qui vont venir après nous. Voilà, c'est la question que je me pose. Maintenant, c'est une réflexion éthique. Il ne faut pas penser argent, il faut penser santé, penser bonne santé. Oui, mais les budgets pour les stratégies d'adaptation et de lutte, le budget est très important. Et ça, peut-être, Timothée Orbach pourra en parler, mais pas tout de suite. Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien, météorologiste. Ce qui est pointé du doigt depuis tout à l'heure, finalement, par Nordin Komia, Chakib Laraki, etc., c'est l'établissement rapide des liens de causalité, finalement. Oui. Ce qu'on appelle visiblement des études d'attribution, c'est le terme utilisé. Quand il y a une vague de chaleur, est-ce qu'on sait aujourd'hui dire, est-ce que cette vague de chaleur est liée au réchauffement climatique ou alors c'est un événement exceptionnel qui peut survenir en fonction des cycles naturels? Parce que les deux existent finalement. Tout à fait. Et il y a ces études d'attribution qui permettent de dire, est-ce que c'est lié à l'un ou l'autre? Ma question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que ces études d'attribution sont suffisamment efficaces? Est-ce qu'ils ont suffisamment fait de progrès pour qu'on puisse les prendre en considération et les diffuser à la population? Tout à fait. Alors, scientifiquement parlant, quand on parle c'est un domaine très, très spécifique de climatologie dynamique. Parce qu'il y a deux types de climatologie. Il y a la climatologie statistique qui prend des statistiques et qui essaie un petit peu de sortir les maximums, les minimums, les records, etc. Il y a la climatologie dynamique. Au Maroc, nous avons beaucoup d'études qui ont été faites au niveau de la Direction générale de la météorologie nationale qui concernent les types de temps au Maroc. Nous avons des types de temps qui
qui sont, on va dire, récurrents. C'est les saisons qu'on connaît, l'hiver, etc. Tout ça. Mais nous avons des types de temps extrêmes. Au Maroc, nous avons toujours vécu au rythme des vagues de chaleur. Nous avons toujours vécu donc ça date pas de 1990. Moi, je parle de long de l'histoire du Maroc. Ça a toujours existé. Pourquoi ? Parce que, depuis même quand j'étais moi-même très jeune à Agadir, on a toujours le Chergui. Le Chergui, c'est quoi ? Le Chergui, c'est une dépression saharienne. Parce que, voyez-vous, la météorologie au Maroc est gouvernée soit par l'anticyclone des Açores et par la dépression saharienne. La dépression saharienne, au jour d'aujourd'hui, elle est extrêmement active. Et cette dépression saharienne, elle évacue de l'air chaud saharien au Maroc, sur le Maroc. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vécu, que le Maroc a vécu depuis très, très, très longtemps. Et c'est très, très récurrent. Seulement, le phénomène de Chergui, dans sa dynamique normale, il passe 3 jours, 4 jours après, il s'en va. Parce qu'il s'en va, parce qu'il y a d'autres évacuations d'air frais qui viennent de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien en Europe occidentale qu'en Europe centrale, qu'au niveau de l'Afrique du Nord, c'est que nous avons ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Oui. Ce dôme de chaleur est une espèce d'anticyclone gigantesque qui vient comprimer l'air depuis les hautes altitudes et qui fait stabiliser ces masses d'air sans qu'il y ait de ventilation et de changement et de brassage. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est véritablement dans cette continuité et dans cette persistance. Qui a commencé d'ailleurs au mois de mai. Absolument, dernier. précocement, le mois de mai, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre uniquement au pourtour méditerranéen, et on le retrouve même au niveau du Pacifique. Et donc, nous sommes véritablement dans une configuration de la circulation générale atmosphérique qui est liée à la circulation générale océanique, qui fait qu'on ait ce maintien de chaleur, ce maintien d'air comprimé et ce maintien de cette situation de... Oui, mais ça ne répond pas à ma question encore une fois. Ces études d'attribution... Maintenant, par rapport au changement climatique, c'est ça ? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, parce que j'ai regardé des publications qui, en 2019-2020, disaient que les services de météorologie, par exemple, je ne sais pas moi, anglaises, allemandes, etc., étaient capables de dire que telle vague de chaleur dans tel pays, c'était du fait du réchauffement climatique, ou alors que c'était juste le cycle naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé sur cela pour répondre justement et partager les gens qui vous disent... Le GIEC, aujourd'hui, le GIEC a établi plusieurs études qui font la corrélation et qui font la relation de cause à effet entre le changement climatique avec les différents scénarios du GIEC et l'exacerbation de l'intensité et de l'étendue des vagues de chaleur. C'est vraiment très, très scientifique. Tout à l'heure, j'ai parlé des périodes de retour de 10 ans avec une multiplication de l'intensité. Et ces rapports-là, ils sont utilisés, diffusés à la population d'une manière simple. Alors, vous avez sur le net le 6e rapport, Assessment Report Number 6. Et sur ce rapport, vous pouvez consulter tous les modèles aujourd'hui qui s'accordent à dire que nous avons un certain nombre de dépassements de seuil, aussi bien en termes de vagues de chaleur, en termes d'intensité maximale de pluie, en termes de déplétion des précipitations. Et tout ça, c'est véritablement très, 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 très documenté sur le plan scientifique. Maintenant, au Maroc, les études au Maroc ont été aussi faites avec un downscaling, avec des études régionales au Maroc, qui ont manipulé les données climatologiques au Maroc. Et ces données-là ont prouvé que nous avons un réchauffement de l'ordre de 0,4 degrés par décennie, qui est pratiquement le double de ce qui se passe au niveau mondial et qui fait que le climat du Maroc va en se réchauffant. Et ça, ce sont des études factuelles, aussi bien par la climatologie statistique dont j'ai parlé que par la climatologie dynamique. Timothée Ourbach, responsable du pôle ressources naturelles à l'AFD. Je vous laisse réagir. Oui, merci beaucoup. C'est intéressant, très intéressant le débat. Moi, je voudrais juste revenir parce que j'ai participé à ces instances qui négocient les rapports du GIEC, donc le groupe d'experts indépendants sur l'évolution du climat. Pour la partie française, à l'époque où j'étais pas encore à l'AFD. En effet, tout ça, c'est public. C'est la substantifique moelle de la totalité des études de la communauté scientifique, enfin, en tout cas celles qui sont publiées dans des revues internationales.
mais qui est négocié par des diplomates, et donc le langage n'est pas forcément simple à saisir pour la population. C'est ce que j'allais vous dire, si on a encore des gens comme Nordine Komia qui vous disent que l'homme n'y est pour rien, qu'il faut déculpabiliser, etc., ça veut dire que c'est pas assez simple. C'est pas assez l'information. Elle n'est pas encore vulgarisée. C'est pour ça qu'on est là. Et je permets de m'opposer quelque part, même si je ne m'oppose pas directement, mais il y a une variabilité naturelle à laquelle vous faites référence. Elle existe en effet depuis que la Terre est Terre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'intensification de l'industrialisation, des effets anthropiques, de la pollution humaine depuis l'ère industrielle. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème en termes d'augmentation des températures. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le Maroc sera de plus en plus chaud, c'est une vérité. Il y a des incertitudes, certes, sur l'augmentation de température. Comment elle sera différenciée entre l'Aïoun et Tanger, clairement, ou entre Rachidia et Rabat. Mais on sait que globalement, on aura de plus en plus chaud. On n'a pas une projection sur le nombre... Si, la météo doit l'avoir. Maroc Météo doit l'avoir. Nordine Komia, oui, si vous permettez, la canicule n'a jamais tué personne au Maroc. Au Maroc, on meurt de froid. Mais ça, c'est une vraie question. Au Maroc, on meurt de froid. Non, mais ça, c'est... On n'est jamais mort pour cause de chaleur. Moi, je viens d'Agadir aussi. Je suis né à Agadir. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance de canicule à 45 degrés, peut-être même plus, où je jouais au football dans la rue. Bon, mes parents m'engueulaient, c'est vrai, effectivement, ils me faisaient rentrer à l'ombre, mais le Marocain n'a jamais souffert du chaud. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous avez des appartements qui ne sont pas climatisés, des maisons qui ne sont pas climatisées. Moi, perso, j'en souffre. Non, mais elles sont climatisées. Elles sont climatisées pour le chaud. On arrive mieux à gérer le froid. C'est-à-dire que les gens effectivement climatisent pour avoir le chaud en hiver, mais beaucoup ne climatisent pas pour avoir le frais en été. Parce que ils n'aiment pas ça les met mal à l'aise. D'ailleurs, la plupart des bagarres dans les bureaux, etc., sont dues justement au système de climatisation. Est-ce qu'on met la clim ou pas ? Est-ce qu'on met la clim ou pas ? Moi, dans mon bureau, les gens se bagarrent. Vraiment, ils se bagarrent, quitte à quitter le bureau en disant « mais moi, je ne veux pas de climatisation ». Parce qu'ils ne veulent pas... Par contre, il y a un consensus en hiver. Ils sont tous d'accord de mettre le chauffage en hiver parce que le chauffage, le froid au Maroc est très, très dur. Je dis, d'ailleurs, les gens meurent de froid au Maroc. Ça dépend des régions. Dans certaines régions. Ça dépend des régions. Même à Casablanca, il fait très froid en hiver. Chakib El Araki, professeur spécialisé en pneumologie, en allergologie, Nordine Komia, qui nous dit personne n'est mort de la chaleur au Maroc. Heureusement que les gens qui sont autour de cette table ne sont pas en contact avec les hôpitaux, ni les cliniques, ni les cabinets. Oui, il y a les personnes vulnérables, les personnes âgées, les jeunes enfants meurent de déshydratation. Tout à fait. Et puis tous les diabétiques, les gens qui ont des maladies chroniques, diabétiques, hypertension artérielle, problèmes de cœur, ils s'aggravent. Ils s'aggravent pendant la période de chaleur. D'autant plus que le petit enfant, il commence à crier, il ne réclame pas l'eau. Et avec l'âge, les personnes âgées, j'entends par âgées à partir de 65 ans, où la sensation de soif, c'est déjà une alerte de l'organisme. Et ben, les personnes, plus on avance dans l'âge, plus on ne la sent pas. On ne la sent pas, effectivement. Moi, je peux vous dire, je suis médecin. Heureusement que j'ai une assistante qui est à côté de moi, qui me rappelle que je dois boire toutes les heures ou tous les heures, ou 1h30. Mais autrement, on ne la sent pas. Et les gens se déshydratent. Moi, j'ai fait des pertes de connaissance il y a pas longtemps à cause de la chaleur. Je me suis senti mal. Mais ce que dit Nordine Komia, j'entends beaucoup le dire. Et en fait, pourquoi on a cette vue de l'esprit là ? Pourquoi on a cette impression là que les gens ne meurent pas de la chaleur au Maroc ? Est-ce que parce qu'on ne communique pas sur ça ? Tout à fait, parce qu'on ne communique pas. D'ailleurs, tout ce qui est en relation avec la santé et la bonne santé, c'est un peu un déni. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas que les gens, même qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de maladie, ne sont pas réellement en bonne santé. Parce qu'il y a une grande différence entre santé et maladie. La santé, c'est quoi ? C'est un état de bien-être physique, mental et social. Et tant qu'on n'est pas malade, on ne se plaint pas. Donc on peut avoir soif. Moi, je peux vous dire que dans mon entourage, quand je reçois, etc., la première des choses, c'est distribuer de l'eau aux personnes qui n'ont pas demandé à boire. Et moi-même, je m'oublie de boire. Donc, pour vous dire, dans nos habitudes, on n'en parle pas. Mais autrement, je vous garantis qu'il y a véritablement une causalité, une relation de cause à effet. On a fait la démonstration, non seulement avec des tests paramétriques, biostatistiques, on a démontré la causalité entre vague de chaleur,
infarctus du myocarde, vague de chaleur, décompensation d'un diabète, vague de chaleur, hypertension artérielle, etc. C'est très grave. Puis ne parlons pas des effets sur le sommeil. Est-ce que ça peut provoquer comme insomnie, trouble du sommeil. Et puis quand vous dormez pas, on peut imaginer dans quel état vous êtes le lendemain. Effectivement, vous êtes irrité. Enfin, on passe tous les autres. Il y a des exemples au Maroc de grandes entreprises, des multinationales qui sont pour certaines dans la santé. J'avais un client qui est dans la santé, dans l'assurance santé, qui avait dans son bâtiment des gens qui perdent connaissance parce qu'il faisait très chaud à l'intérieur. Parce que sa façade était pleinement vitrée, plein sud, et il n'y avait pas de traitement de cette façade pour éviter que ça surchauffe à l'intérieur. Et on lui a conseillé dans le passé de prendre les dispositions pour éviter chez lui ça surchauffe. Ça n'a pas été fait, et les pertes financières qu'il subit sont beaucoup, beaucoup plus importantes que le brise-soleil ou la protection solaire ou l'isolation thermique qu'il aurait pu faire dès le début. Donc on a aussi tendance, aussi dans les choix architecturaux, à tendre vers des pratiques, une architecture du Nord européenne qui n'est pas du tout adaptée à notre contexte. Et c'est plus notre façon de faire l'architecture dans le passé qui a fait que les populations savent la résilience, que ce soit dans notre façon de construire, dans nos médinas, dans nos bâtisses mais ça, c'est le côté traditionnel, effectivement, qu'on ne retrouve plus tellement. Mais même notre mode de vie. Vous prenez le sud de l'Espagne, ils ont également un mode de vie adapté aux chaleurs qu'ils subissent à des périodes de l'année. Et nous aussi, au Maroc, on a cette période. Les gens ne travaillent pas entre midi et 5 heures. Dans le sud de l'Espagne, les gens ne travaillent pas entre midi et 5 heures. Mais est-ce qu'on peut se permettre encore aujourd'hui cela en 2026 Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'à Casablanca, quand un médecin, quand vous sortez et vous dites effectivement qu'il faut éviter de sortir entre midi et 16 heures pour les personnes vulnérables, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes de 60 et 65 ans qui travaillent encore? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut encore se permettre de dire on ne travaille pas entre midi et 16 heures parce que, moi, je pense qu'il y a quand même des résidus d'une idéologie dominante. Qu'un Français de Lille, lorsqu'il arrive à 30 degrés, puisse souffrir, quitte à en mourir. Je le conçois. C'est quelqu'un ils ont grandi avec des températures, etc. Mais au Maroc, encore une fois, je le répète, sans vouloir contredire mon voisin médecin, avec tout le respect que je dois à la médecine moderne. Non, mais c'est surtout Maroc, que lui peut témoigner, mais, voilà, au Maroc, mais vous avez juste votre entourage, l'expérience de votre entourage. Une personne qui est malade, qui est diabétique, qui est hypertendue, qui est cardiaque, etc., elle peut mourir, je pense que elle ne meurt pas automatiquement de la chaleur, elle peut mourir d'autre chose, d'accord ? C'est une conséquence de sa maladie. C'est comme pendant le Covid, les personnes non, on peut pas dire ça. Mais on peut pas dire ça. Ils sont morts à cause du Covid. C'est les premières personnes, effectivement, à être sacrifiées sur le banc de la maladie, d'accord ? Mais pour revenir un petit peu aux solutions. On n'est pas totalement d'accord, mais les solutions dans l'architecture. S'il vous plaît, on va y arriver. Mais avant, je voulais donner la parole à Mohamed Jalil et Timothée Orbach rapidement. Mohamed Jalil, allez-y. Très très rapidement. Ingénieur hydraulicien et météorologiste. Je parle sous l'autorité du docteur. Évidemment, l'impact sur la santé en termes de mortalité, nous avons vécu ça en 2024 dans la région de Bni-Mellal, où la capacité des hôpitaux a été complètement dépassée. Sur la morbidité, personne n'en parle parce que c'est une fatalité. Dans le micro, s'il vous plaît. Sur la morbidité, sur tout ce qui est problèmes métaboliques, etc. Tout ça, je laisserai les médecins en parler. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un autre impact sur la santé, mais indirect. L'impact sur l'exacerbation de la pollution atmosphérique. Dans les villes, la chaleur, et ça c'est un fait aussi chimique, c'est un fait qui est complètement établi, exacerbe et multiplie l'impact de la pollution, ne serait-ce que dans les réactions chimiques qui vont produire d'autres gaz qui sont nocifs, comme par exemple l'ozone des basses couches, qui est un produit véritablement de la pollution, par les effluents des voitures et qui a été produit effectivement par la chaleur. Vous avez aussi l'impact sur les ressources en eau. Alors la ressource en eau, sur la pollution de l'eau, et sur l'exacerbation aussi des maladies vectorielles. Aujourd'hui, il y a des maladies vectorielles qui sont transmises par des insectes et qui sont favorisées par
par cette chaleur. Je voudrais aussi D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le CDN. Absolument. Effectivement, absolument. c'est dit. Il y a l'émergence de nouvelles maladies, paludisme, lesmaniose. Enfin, je parle sous votre contrôle. Alors, et puis l'augmentation des maladies respiratoires, on va en parler. Il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est quand on parle de chaleur, on parle de température. On parle de deux choses complètement différentes. La température, c'est une grandeur physique de mesure de la chaleur. Voyez-vous, c'est une grandeur de mesure. Mais la chaleur, il y a aussi la chaleur qui est thermodynamique, qui est physique, mais la chaleur qui est perçue par l'homme, par vous et moi. Et la chaleur qui est perçue, elle est complètement différente. Donc, on peut pour la même température... Alors, le ressenti, il dépend aussi du rayonnement solaire, qui est extrêmement fort par les temps qui courent, de l'humidité aussi. Alors, l'humidité, c'est très grave. Les Américains préfèrent utiliser la température du thermomètre mouillé parce que dans les stations météorologiques, on mesure la température sous abri avec un thermomètre sec. Mais le plus important, c'est de voir aussi le thermomètre mouillé, à bulbe mouillée. Et quand la température du thermomètre mouillé augmente, on est véritablement dans la suffocation totale. C'est-à-dire que l'organisme humain, il subit une telle pression, il est en train de bouillonner, que ça peut véritablement conduire à la mort parfois. Et donc, il est extrêmement important de tenir compte de tous ces paramètres-là et de lancer des indices. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'action publique, l'action publique a une obligation d'action d'abord et non pas d'inaction. L'action publique, les politiques publiques ont une obligation. Il ne faut pas les exonérer. Je crois que le gouvernement, que l'État, que tous les États du monde ont une obligation d'abord de prévention et de précaution. Prévention pour les risques qu'on connaît. On sait très bien que l'été, il y aura des vagues de chaleur. On sait Mais pas. Il y a un dispositif, j'ai appris ça en préparant l'émission. Oui. Visiblement, le ministère de Santé rappelle chaque année qu'il a activé le dispositif national sanitaire dédié aux vagues de chaleur. Mais l'activation ne suffit pas. Personnellement, ce dispositif-là, je ne le connais pas. Moi non plus. J'allais poser la question aux médecins. Parce que quand je me balade, quand j'erre dans Casablanca, et je trouve qu'on est à 45 degrés, par exemple, et que les gaz de voiture sont d'une telle intensité, c'est véritablement un cocktail explosif pour créer des problèmes extrêmement graves pour la santé des citoyens. Et donc, il ne suffit pas uniquement de dire qu'on a un dispositif qui est là pour pouvoir avertir, mais il faut aussi prendre des dispositions interdépartementales entre les différents départements pour pouvoir agir, pour pouvoir lutter, par exemple, contre tout ce qui est îlot de chaleur urbaine, pour pouvoir aussi, de façon anticipée... Mais on est d'accord, Mohamed Jalil, qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On le dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas de débat sur ça. On ne parle même pas des décès liés à cela, effectivement, il n'y a aucune information sur cela. Bon, j'imagine qu'il y a des décès, mais on les lit pas forcément à la chaleur, comme c'est fait dans d'autres pays. Donc les statistiques, on les a pas, les chiffres, on les a pas. Donc finalement, c'est pas un sujet prioritaire. On s'installe dans une fatalité aussi, attention, parce que nous avons quand même une espèce de fatalisme, parce qu'on se dit que les morts et les problèmes, les victimes qui sont victimes de phénomènes naturels comme les séismes, comme les inondations, etc. C'est périodique. C'est le destin. C'est le destin. Voyez-vous. Et donc, on s'exonère d'une façon un petit peu dogmatique en évoquant un petit peu le destin et la fatalité, alors que normalement, on aurait pu quand même prendre des décisions qui sont beaucoup plus pragmatiques. Ça va passer cette année, on verra l'année prochaine. Timothée Urbach. Vous voulez réagir également? Oui, merci. Je voulais réagir. Parce que cette question de la surmortalité due aux vagues de chaleur, on a des collègues à Paris, au département de la recherche, qui ont travaillé un peu là-dessus. Et je voudrais juste vous lire les scénarios. Vous allez voir, c'est assez pessimiste. Mais si on continue à émettre des gaz à effet de serre, on aura d'après ma collègue du département de la recherche, environ 70% de la population mondiale, c'est-à-dire à peu près 12 milliards d'habitants en 2100, qui pourrait être exposé à plus de 20 jours par an dans des conditions de température et d'humidité, c'est la température mouillée dont parlait Mohamed Jalil à l'instant, potentiellement mortelle. Donc voilà, pour vous rendre compte que ce n'est pas un phénomène isolé ni au Maroc ni en France, c'est vraiment quelque chose qui va toucher la totalité de la planète. Et puis peut-être, puisqu'on est sur les questions, on a beaucoup parlé d'impacts sociaux, et c'est extrêmement important, mais pour revenir sur les questions de est-ce que finalement on fait la sieste entre 12 et 15 comme en Espagne, ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui sont adaptables ? Alors potentiellement en fonction du travail qu'on fait, mais si on prend le monde agricole par exemple, quand il fait 45 degrés et qu'il faut aller dans le champ, c'est quand même extrêmement compliqué, et pour autant il va falloir trouver des solutions pour ces impacts qui sont des impacts à la fois sociaux, mais je vais revenir là-dessus, également sur le PIB, c'est des impacts économiques. Quand on commence à réfléchir à ces questions,
qu'est-ce qu'on va faire d'une infrastructure qui ne pourra pas forcément fonctionner ou fonctionner avec la même efficacité avec 5-10 degrés de température supplémentaire? Qu'est-ce qu'on va faire avec une école quand les enfants doivent aller passer des examens dans des températures qui font que l'esprit, mais aussi le corps, est soumis à beaucoup d'impacts? Qu'est-ce qu'on va faire dans des hôpitaux avec des malades qui sont dans des phases où, en plus, vient s'aggraver la question de la température? Mais la prise de conscience, c'est peut-être de ne plus dire que ce sont des débats franco-français ou espagnols, etc., et de se dire que peut-être qu'avec les épisodes qu'on a, il va falloir anticiper tout cela pour pas justement avoir des conséquences macabres. Peut-être un jour, même si les conséquences, selon beaucoup, ne sont pas suffisamment visibles aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est un piège. Zakaria Sadir, directeur général du groupe Alto Eco, pour revenir à la climatisation rapidement, je reprends juste ce rappel du président de la Société marocaine des sciences médicales, Saïd Afif, qui a alerté sur les risques de déshydratation chez les nourrissons de moins de 6 mois. Il a beaucoup insisté sur le fait de ne jamais laisser, là je le cite, laisser un enfant seul dans une voiture, dans un logement non climatisé. Et c'est là où je suis partie chercher le nombre de foyers, d'habitats climatisés au Maroc. Heureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres. Je ne sais pas si vous avez des chiffres à partager avec nous. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure. C'est moi, je pense. Voilà, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé forcément de chiffres. Tout de suite, mais comme je disais, quand le Maroc a décidé, au ministère de l'énergie, a décidé de mettre en place la réglementation thermique, ils se sont basés sur des éléments économiques, notamment sur l'importation des climatiseurs étrangers. Donc je parle des chiffres, je n'ai pas les chiffres, mais je parle d'un état qui a été fait, un état des lieux qui a été fait en 2009. Donc le nombre de climatiseurs importés était en importante progression. Et il se posait la question sur la compensation, sur le PIB et autres, et l'effet de la réglementation thermique pour réduire l'importation des climatiseurs et autres. C'était plus ça, mais je n'ai pas les chiffres. Mais ces chiffres existent depuis 2009. Je ne sais pas s'ils existent aujourd'hui, mais je pense... Et sur l'application de cette loi 4709, justement, relative à l'efficacité énergétique, sur son application, son effet aujourd'hui sur le bien-être, on va dire, des Marocains pendant ces épisodes de chaleur extrême. Alors, son application, en premier lieu, n'est pas complètement... Ça, c'est mon retour de terrain avec les professionnels d'expérience. Elle n'est pas respectée par l'ensemble des acteurs. Ça, on ne va pas le nier. On sait que certains acteurs de l'acte de construire au Maroc ne respectent pas complètement cette réglementation, et je pense qu'il y a beaucoup de l'autoconstruction principalement. On a eu l'occasion d'en parler. On en a déjà parlé, oui. On a déjà parlé, ils ne peuvent pas. Son effet, bien sûr, en absence d'une application totale, maîtrisée avec des chiffres connus, on ne pourra pas répondre à cette question. Mais par contre, les bâtiments sur lesquels nous travaillons, où nous avons travaillé, qui sont construits selon des réflexions de bon sens, avec des bioclimatismes, que ce soit sur l'orientation, que ce soit sur le choix des matériaux et autres solutions, on peut en parler rapidement après. L'effet, il est là. Parce que, comme je disais, on a le bâtiment dont je parlais tout à l'heure pour l'assureur dans la santé, qui est le premier concerné, en tout cas parmi les concernés, et qu'il y a des personnes qui tombent dans les pommes, et donc ça touche à la productivité, à son image et à tout ce qui suit, versus, et ça c'est un bâtiment neuf, versus des bâtiments anciens. Parce que ce qu'on a ici à Casa ou dans les Médina ou autres, c'est des bâtiments qui restent très confortables par rapport à ce qu'on construit, par rapport à des bâtiments neufs qu'on est en train de construire, ou même des bâtiments qu'on est en train de se projeter à construire bientôt. Mais c'est là l'enjeu. Mais justement, c'est ça qui est incroyable en fait. Parce que la solution, mais comment ça se fait qu'on a une réglementation parce que tout simplement, depuis 2019, quand on a une réglementation et que finalement ces bâtiments traditionnels, effectivement, sont de meilleure qualité dans ce type de... C'est une question de bon sens, moi je crois. C'est une question de bon sens. L'architecture, c'est quoi? C'est une coquille qu'on fait sur mesure pour abriter une famille, pour abriter un corps. Les igloos qui ont été inventés par les Esquimaux, c'est pour se protéger du froid. Ils ne sont pas sortis d'une école d'architecture pour inventer l'igloo. De la même manière, nos casbahs et nos maisons traditionnelles. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais la question que je pose aujourd'hui, Nordine Comira, c'est de dire, effectivement, une sorte qu'ils sont adaptés, mais c'est-à-dire que je suis en train de poser la question de savoir
Aujourd'hui, j'imagine on n'utilise pas ces matériaux-là aujourd'hui, qui étaient utilisés dans les bâtisses d'avant. Ils sont équivalents. Non, mais il faut voir juste ce qui se passe à Al-House, etc. On a dit, attendez, on va utiliser des matériaux adaptés. On se rend compte que c'est le béton qui est utilisé. Donc, ma question aujourd'hui, il y a une réglementation. Visiblement, d'après Zakaria Sader, elle n'est pas respectée, elle n'est pas appliquée à 100%. On n'a pas ce réflexe-là aujourd'hui à cause de la modernité, etc. Et peut-être pour d'autres considérations, de revenir à ces matériaux-là qui étaient utilisés dans les bâtiments traditionnels. Donc, on va vers quoi ? Non, mais justement, là, moi, je trouve que la réglementation est bien faite. Il y a des seuils de performance. Si elle est bien faite et qu'elle n'est pas appliquée. Mais elle est appliquée. Si, elle est appliquée, mais pas à 100%, parce qu'au Maroc, comme dans tous les pays du monde, vous avez de l'autoconstruction. Vous avez l'autoconstruction. L'autoconstruction, vous n'y pouvez rien. C'est comme l'automédication. Dans les campagnes, il y a beaucoup de gens qui se soignent chez le rebouteux ou l'ostéopathe du quartier. Ils ne vont pas tous au dispensaire et ils ne sont pas automatiquement soignés par la médecine moderne. Aujourd'hui, c'est vrai que 70%, 80% de ce qui se construit au Maroc, c'est de l'autoconstruction, c'est de l'habitat économique, parce que toutes les familles ont un logement. Toutes les familles sont abritées. Vous ne l'avez pas laissé terminer. C'est vrai. Il a le droit de répondre. Alors, allez-y. Moi, aujourd'hui, je peux vous donner 2 exemples. On construit des logements en terre, en construction de terre crue, qui sont moins chers que des logements construits en briques rouges. Mais pourtant, on continue à construire en briques rouges. Briques rouges, c'est comme jamar, qui va prendre de la chaleur, qui va la dégager. Et vous verrez que les gens, ils ont des super belles maisons, des bâtisses, des palais, mais qui dorment sur le toit parce qu'il fait plus frais dans le toit qu'à l'intérieur. Et la climatisation, ce n'est pas une solution. Je vais revenir là-dessus rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chez moi, la climatisation ne marche pas. J'ai acheté un appartement, mais la climatisation ne marche pas. Donc, j'ai toujours laissé tomber depuis 7 ans que cette climatisation, je me prie le courage de la réparer. Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, j'ai chaque été des raisins, j'ai des pommes, j'ai des pêches, j'ai autres qui sont des arbres qui me protègent du soleil. Et je suis protégé du soleil, j'utilise pas ma climatisation, j'économise de l'énergie et j'ai des fruits en plus presque toute l'année parce que ça va dans le temps. Ce que je veux dire par ça, c'est que aujourd'hui les solutions existent dans notre architecture marocaine. Et je pense que l'Europe aujourd'hui, elle a commencé, on a rencontré des entreprises importantes, des majeures de la construction en France et dans le monde. Je peux citer le nom Bouygues. Mais j'allais vous dire combien de Marocains peuvent avoir sur leur terrasse un pommier. Pas beaucoup. Après, bien sûr, j'ai un rez-de-chaussée. J'ai une chance d'avoir un rez-de-chaussée. Mais je pense qu'on peut planter aussi dans des pots aujourd'hui. Je pense. Mais en tout cas, il y a des solutions traditionnelles. Il y a des solutions traditionnelles qu'on peut remettre sur la table et les sensibiliser les personnes sur ça. Aujourd'hui, si on arrive à vendre plus de briques rouges, parce que peut-être on vend de la rapidité, la facilité, mais il y a d'autres solutions de terre qui sont très simples qu'on peut mettre en place. Je reviens sur la climatisation, j'arrête là. La climatisation n'est pas une solution. Parce que la climatisation, comme on disait tout à l'heure avec Timothée, ça fait que déplacer une chaleur de l'intérieur de chez vous à l'extérieur. Et cette chaleur que vous déplacez à l'extérieur, pour laquelle vous avez dépensé d'énergie, d'électricité, qu'elle-même chauffe, parce qu'un luminaire, une lampe comme ça, elle ne donne de la lumière, mais elle ne donne pas que de la lumière, elle donne de la chaleur. 80% c'est de la lumière, 20% c'est de la chaleur. C'est-à-dire là, on est en train de climatiser, en même temps on est en train de chauffer avec les lumières. C'est-à-dire on dépense de l'argent, on jette de l'argent par la fenêtre. La climatisation n'est pas une solution parce que c'est comme si vous êtes dans un bateau, vous avez un trou et vous êtes en train de se noyer, vous avez un seau où vous videz, mais en même temps que vous avez le trou qui ramène. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et la pire dans ça, c'est que peut-être certains ont les moyens de climatiser, d'autres n'ont pas les moyens. Et celui qui a les moyens de jeter cette eau pour ne pas se noyer dans la mer, à l'extérieur, il est en train de polluer les autres. Donc c'est un travail collectif que nous devons faire à l'échelle urbaine. Les agences urbaines nous ont leur rôle là-dessus pour faire appliquer la réglementation thermique marocaine, pour imposer que les toitures doivent être blanches, pour imposer qu'on plante des arbres. Et c'est ça qui va résoudre l'effet de l'îlot de chaleur, ou atténuer l'îlot de chaleur plutôt au Maroc. Donc il y a un travail urbanistique qui est très important. Et on revient à ce que disait le docteur, c'est qu'il nous faut un indice, et ça existe, un indice ailleurs, de la qualité sanitaire des espaces. On parle, il faut que quand vous allez à un endroit, vous avez le degré de pollution de l'air
le QAU, la qualité de l'air urbain, avant de voyager ou voir le climat, vous pouvez voir également la qualité sanitaire de ces espaces-là. Et ça, c'est un point important. Nordine Comia, architecte. Moi, je vais dans le sens de notre ami spécialiste. Mais pour lutter contre la chaleur, il faut de l'ombre. Il faut créer de l'ombre. Je ne sais pas si vous avez tous fait l'expérience de vous asseoir sous un palmier. Vous avez entre 3 et 4 degrés de différence entre l'extérieur et l'ombre du palmier. D'accord ? Et donc, en architecture, c'est la même chose. En urbanisme, c'est la même chose. Et vous avez la ventilation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de micro-ventilation qui se fait entre les branches du palmier, qui fait que dans les oasis, etc., dans les déserts, là où il y a des palmiers, vous avez les gens qui se regroupent, qui prennent le thé, qui peuvent dormir, etc. Et ça, c'est des principes qu'on peut appliquer en architecture et qu'on applique. Bon, comme on a réalisé des bâtiments qui sont HQE ou LEED ou BRAM ou EDGE, par exemple. Là, ce sont les certifications internationales, si vous voulez, pour certifier qu'un bâtiment est efficace énergétiquement et dans le cadre du développement durable et le respect du développement durable. Donc, il y a des règles. Moi, quand je conçois un bâtiment, l'orientation du bâtiment, je m'arrange pour qu'il y ait de l'ombre et de l'aération. J'ai réalisé plusieurs bâtiments dans la ville verte de Ben Grir, dans l'éco-cité de Znezha. Mais ça, on a compris que dans les villes comme ça, et pour des projets immobiliers importants, etc., que la question ne se pose même pas. On a les moyens, on a les moyens de s'entourer d'experts et de mettre en place toutes les normes possibles et imaginables. Mais comment cascader cela pour qu'il n'y ait pas d'enjeu inégalitaire ? Parce qu'encore une fois, la clim est inégalitaire. Il faut commencer. Déjà, on a commencé. Il y a 15 ans, 20 ans, la ville verte de Ben Grir était unique en Afrique. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Oui, mais il faut commencer, ça fait 20 ans quand même. Il y a l'éco-cité de Znezha, il y a la ville verte de Bouskoura, c'est que tous les Marocains puissent accéder aussi à des constructions et pas forcément à des bouilloires. Enfin, non, mais bon, moi, à mon avis, vous voyez ce que je veux dire. Après, il faut que ça fasse des petits, effectivement, que ça infuse, que ça diffuse vers le bas. Encore une fois, ce qui ressort, c'est que c'est absolument pas une priorité aujourd'hui. Mais à mon avis, jusqu'à ce que ça le devienne un jour, parce qu'on aura effectivement tellement de problèmes de santé, de décès, etc., qu'on va être obligé effectivement. Aujourd'hui, quelqu'un qui construit même de l'habitat social, on a une double cloison. On peint la toiture en blanc. Il y a des isolants thermiques. Les gens se rendent compte que une maison bien isolée, ça isole du froid et du chaud. C'est en train Après, tout dépend des moyens. Vous savez, il y a des villas en FA aujourd'hui qui se construisent, il n'y a pas d'isolant thermique. Il n'y a pas d'isolant au niveau de la toiture. Pourquoi ? La personne a décidé d'économiser ça, quitte après à souffrir. Ça veut dire que la loi n'est pas appliquée. Si, la loi est appliquée sur le papier. Après, on ne va pas aller casser les murs, vous voyez, je veux dire, pour savoir est-ce que la personne a mis un isolant dans son mur. C'est lui qui est perdant. Alors, juste pour nos auditeurs, il y a quand même quelques initiatives qui encouragent la rénovation énergétique, parce qu'on parle de cette loi-là qui s'applique effectivement aux nouvelles bâtisses, mais il y a tout le stock effectivement des bâtiments qui construits bien avant 2019. Il y a pas mal de choses. C'est plus ou moins bien appliqué. En Allemagne, par exemple, les locataires sont en droit de demander une baisse de leur loyer jusqu'à 20% si le bâtiment n'est pas rénové énergétiquement. En France, il y a ce dispositif appelé MaPrimeRénov' qui permet aux propriétaires de bénéficier d'une aide financière pour procéder à l'isolation thermique de leur logement. Mais c'est pas parfait. Même dans ces pays, on voit qu'il y a des allers-retours. Alors on met en place l'initiative en question, on la met en suspens pendant un moment et tout. C'est pour dire aussi que c'est la prise de conscience. Elle n'est pas, même dans les pays développés, elle est pas forcément là, bien ancrée dans l'esprit des gens. Chakib Laraki, professeur spécialisé en pneumologie et en allergologie, vivre dans un logement sans isolation, est-ce que c'est un risque grave pour la santé publique ? Oui, pour la santé des gens. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Parce que les gens ne passent pas 24 heures dans leur maison. Ils travaillent. Et moi, je connais une règle que j'ai utilisée. Mais quand je dis bâtiment sans isolation, ça peut être un lieu de travail, comme ça peut être... Non, mais c'est pour ça que je viens à ça. C'est-à-dire que moi, on m'a appris une équation qui s'appelle le bilan métabolique. Le bilan métabolique est égal métabolisme d'activité, plus ou moins convection, plus ou moins conduction, plus ou moins rayonnement, moins évaporation. Et si on comprend cette équation, on comprend le malheur de toutes les personnes qui vivent aussi bien dans le froid que dans le chaud.
le métabolisme d'activité, vous concevez très bien que quelqu'un qui est assis dans un bureau, il aura un métabolisme d'activité beaucoup moins élevé que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui est ou dans la rue en train de piocher et qui est exposé au soleil. Si on ajoute à ça, on retranche la convection en fonction que la convection est supérieure au corps humain ou inférieure, c'est-à-dire le vent. S'il est plus froid ou plus chaud, soit que vous allez gagner de la chaleur avec, soit vous allez le perdre. Et on ajoute à ça la conduction, c'est-à-dire les trucs qu'on touche et qui nous entourent. Et puis le rayonnement, c'est tout ce qui nous entoure. Si on comprend cette règle, on comprendra le problème de la souffrance des personnes à l'hyperthermie ou à l'hypothermie. Et que l'évaporation est toujours négative. Parce que l'évaporation, c'est ce qui nous permet de chasser la chaleur. C'est la seule chose. Maintenant, l'évaporation, il faut qu'elle soit efficace. Parce que c'est comme ça que le ressenti de 37 degrés à Casablanca n'est pas le même ressenti qu'à Marrakech. Parce qu'à Casablanca, on a la sueur qui sort, elle reste collée. On n'est pas pour rien, on emmagasine la chaleur. Et si quand vous comprenez cette formule, tout à fait. Que moi, je ne vous ai pas dit que je suis professeur de médecine de travail et non pas professeur de pneumologie. Je suis pneumologue spécialisé, je travaille en tant que ça, mais j'enseigne ça à mes étudiants qui sont aussi bien des médecins que des ingénieurs en matière d'économie. Donc cette formule est fondamentale. Cette formule regroupe tout ce qui nous encadre. C'est-à-dire quoi? On va appliquer cette formule et la comprendre en fonction du travail de l'individu. On ne va pas... la sensation de chaleur, le risque pour sa santé, parce qu'il y a des gens qui meurent. Si cette formule n'est pas... Il y a même une autre formule qu'on appelle WGT, c'est-à-dire celle du globe noir, humide, il parlait de l'hygrométrie et de la vitesse de l'air. Mais celle-là est fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne va pas comparer le risque pour un individu qui est comme nous, assis là, et puis quelqu'un qui est toute la journée sous le soleil. C'est pour ça qu'on voit les gens dans le bâtiment, ils travaillent pendant 5 minutes, ils s'arrêtent. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux. Parce que s'il continue, il va brûler son système nerveux central, il va mourir sur place. Et ces gens meurent sur place quand on les oblige à travailler. Et à côté de ça, aux femmes qui font la cueillette de fraises en Europe. Oui. Et puis la convection, c'est pour ça qu'on va faire, on va ventiler, on va mettre des climatisations, etc. C'est quoi une climatisation? C'est un air qui est plus froid et qui est renouvelé et qui est un peu plus humide, pour qu'il n'y ait pas de sécheresse des voies aériennes. Et la conduction, c'est lesquelles qu'on touche. Et puis, le rayonnement, on refroidit. Dans un lieu de travail, qu'est-ce qu'on fait? On va pulvériser de l'eau sur les murs pour refroidir l'environnement. Justement, c'est là où le rayonnement, si vous me permettez, le rayonnement, je pense juste l'exemple, je saute sur l'opportunité, c'est qu'il y a certains matériaux de revêtement intérieur qui ont un rayonnement qui absorbe la chaleur et qui participent fondamentalement dans l'équation. Dans les techniques de correction. Dans les techniques de correction, on utilise ça. C'est très connu. Mais si on ne comprend pas cette formule, on ne comprend pas la problématique de la chaleur chez l'être humain. Et c'est comme ça que je voulais garder ça pour la fin, pour vous dire que cette formule, c'est la formule fondamentale qui permet de comprendre. On peut mesurer. Le ressenti n'a rien à voir avec le réel. Clairement. Et ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien, météorologiste. Oui, c'est un débat très passionnant. On s'en rend compte maintenant avec les problématiques de la santé, de l'urbanisme, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement changeant et que le changement climatique va encore exacerber cet état de fait, cette variabilité climatique. Nous serons dans un Maroc qui est beaucoup plus chaud, avec des vagues de canicule, des vagues de chaleur, etc. Moi, je crois que la question qu'il va falloir poser, c'est de dire qu'est-ce qu'on a prévu pour tout cela? Quelles sont les stratégies de parade? Quelles sont les stratégies d'adaptation et de résilience? Parce que ce sont deux mots qui sont complètement différents. On s'adapte à quoi? On s'adapte à un environnement changeant, en termes de climat, en termes de précipitation, en termes de chaleur, etc. Mais il faut aussi s'adapter à des chocs. Nous sommes en train maintenant de vivre des chocs qui sont extrêmement saccadants. Et puis, c'est pour ça qu'on parle de résilience. La résilience de nos territoires, la résilience de nos villes, la résilience de nos politiques publiques, etc. Moi, je crois que les questions qui ont été posées par les collègues, c'est d'abord véritablement essayer un petit peu de trouver, d'être innovant.
je crois qu'on a besoin quand même d'une innovation en termes de politique publique, d'urbanisme, etc. Tout à l'heure, quand on parle, par exemple, de problèmes d'îlots de chaleur urbains, de bâtiments, etc., nous avons besoin quand même de revenir à cette histoire de matériaux locaux, de revenir à cette histoire de comment est-ce qu'on va gérer notre territoire, à l'urbanisme. L'urbanisme qui n'est pas uniquement tracer des voies, etc., tout ça, mais c'est aussi avoir véritablement un plan paysager résilient avec des espèces d'arbres qui sont capables d'absorber la chaleur. Tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que l'arbre est un être vivant extrêmement extraordinaire, puisqu'il permet en même temps d'absorber la chaleur pour pouvoir faire sa photosynthèse, et en même temps, il permet un petit peu de créer de l'ombre, comme M. Komiha tout à l'heure a évoqué. Quand on parle d'action publique... Dans certains pays, ils ont carrément mis en place des chaussées fraîches. Absolument. Visiblement avec des revêtements. Absolument. Qui réfléchit les rayons du soleil et tout. Mais bon, commençons par les arbres, c'est déjà pas mal. Tout à fait, parce que quand on se balade à Marrakech ou au Casablanca, dans certains quartiers, on est entre l'asphalte et le béton. Et c'est véritablement, on est dans une fournaise. L'action publique n'est pas uniquement la loi. On a beau avoir de beaux lois, des lois, des règlements, etc. Mais encore faut-il donner l'exemple. Et quand on va à Rabat ou à Casablanca, on trouve des administrations avec des tours en verre et en aluminium qui sont en train de consommer beaucoup d'énergie. Ils ne donnent pas l'exemple. Cette exemplarité publique était extrêmement importante. L'action publique, c'est aussi le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on a fait en termes, par exemple, quand on parle d'efficacité énergétique des bâtiments ? Il faut absolument avoir des bâtiments, des quartiers qui sont véritablement érigés selon ces normes d'efficacité énergétique. Or, on ne le voit pas. On voit toujours ce dont notre ami a parlé, des briques incandescentes par les temps qui courent. Et puis, cet esprit doit aussi nous évoquer chez nous ce qu'on appelle la convergence des politiques publiques. Quand on est devant des chocs comme ça, quand on est devant des risques extrêmement graves comme ça, il faut le dire, ce sont des risques qui sont graves et qui vont encore s'aggraver dans le futur. Il faut absolument qu'on ait on raccorde un petit peu nos accordéons entre la politique sanitaire, la politique sanitaire, la politique de la protection des citoyens et des citoyennes, les nourrissants, les seniors, etc., mais aussi urbaine, mais aussi énergétique. Parce que l'énergie, quand on parle de climatiseur, il faut avoir une bourse pour pouvoir payer la facture d'électricité. Et donc, il faut absolument qu'on ait tout. C'est un tout indissociable qu'il ne faut pas verser dans la fragmentation et dire qu'on va uniquement régler un petit problème et laisser l'autre. Et je finirai par une chose qui me semble extrêmement importante. L'Organisation météorologique mondiale, consciente de cet état de fait, avait lancé un programme qui s'appelle Early Warning for All, l'alerte précoce pour tous. Et évidemment, nous sommes en train de parler, en termes de résilience, de dispositions qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit faire pour nous prémunir contre les risques futurs. Mais on a aussi besoin de faire de l'alerte précoce. C'est-à-dire qu'au Maroc, on a besoin quand même que, à la fin de l'hiver ou à la fin du printemps, qu'on puisse se préparer à tous les cas, d'accord ? Et pour une certaine année, pour pouvoir véritablement voir là où il y aura un problème. Cette alerte précoce pour tous a poussé la Direction générale de la météorologie, j'avais parlé à beaucoup de collègues sur ce sujet-là, à repenser notre système de prévision. C'est-à-dire que la prévision météorologique ne doit pas uniquement être centrée sur la valeur de la température ou de la valeur des précipitations. Il doit être centré sur l'impact que cette valeur aura de façon discriminée entre un territoire et un territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la tendance mondiale, ça fait son petit bout de chemin, ça n'est pas encore opérationnel à 100%. Mais aujourd'hui, on a besoin de savoir, de dire à notre ami médecin que les prévisions météorologiques prévoient que dans la ville de Beni Mellal, on aura un dépassement de tel ou tel indicateur de santé publique. Et donc, on doit se préparer sur le plan médical, sur le plan de la santé, sur le plan des secours, etc. Je finirai par dire aussi une chose, parce que ça me tient beaucoup à cœur, cette histoire d'impact sur la santé. C'est que là, l'impact sur la santé, c'est aussi l'impact sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, avec cette chaleur, nous avons aussi un problème de sécurité alimentaire, un problème de déperdissement de beaucoup de denrées, d'aliments, et même de dégradation, je parle sous votre autorité docteur, de dégradation
des médicaments, parce que les médicaments ont une température bien précise pour pouvoir être conservés. Et donc, si on n'a pas véritablement une logistique qui est résiliente aussi au changement climatique, on risque, même avec les médicaments qu'on a, les médicaments que les gens utilisent, peuvent être dégradés. Et donc, c'est véritablement un débat sérieux. Et je vous rejoins, Madame Souita, tout à l'heure en disant que pourquoi tout ce débat-là n'est pas soulevé. Moi, je crois que c'est vraiment la vraie question. Ça devrait normalement susciter un débat public entre les différentes parties prenantes de l'État du Maroc, le parlementaire, les partis, la société civile, le gouvernement, les ministères, etc., pour pouvoir véritablement dire... Mais parce que, justement, et là, je vais utiliser un terme qui a été beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est parce qu'on estime que les Marocains sont résilients de nature. Je ne sais pas si ça devrait nous faire rire ou nous faire pleurer. Timothée Ourbach, responsable du pôle ressources naturelles à l'AFD Rabat. Je posais une question en introduction, à savoir si l'adaptation justement est aujourd'hui plus urgente que la lutte. Est-ce qu'on est forcé de choisir entre les deux vu les considérations de budget ? Parce qu'il faut un budget pour les deux, pour la lutte et pour l'adaptation. Aujourd'hui, clairement, on met le paquet sur la lutte, on présente ça dans les CDN, qu'on présente au GIEC, qu'on présente... et on met clairement pas le paquet sur l'adaptation, vu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et ce sera votre mot de la fin. Rassurez-moi, on a encore 1h30 d'émission, parce que si vous ouvrez sur une question pareille avec les 4 personnes que j'ai autour de moi, ça va nous prendre encore 1h30. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça sera votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin en 30 secondes, alors, puisque le temps tourne. En tout cas, merci encore une fois pour ces questions. La réponse, elle est assez simple. Il faut travailler sur les deux plans. Bien sûr, il faut s'adapter aux conséquences des impacts du changement climatique qui sont d'ores et déjà là. Et peut-être juste, j'ouvre une parenthèse, quelque chose qu'on n'a pas dit ici. Historiquement, les médinas et les riads sont quand même extrêmement bien adaptés avec de la végétalisation, avec des zones d'eau. Voilà. Je ferme vite la parenthèse sur cette question-là, mais donc pour répondre à votre question dans le temps qui nous reste. Il faudra adapter ça au format tour, en fait, pour que ça marche. En tout cas, il faut peut-être s'en inspirer dans l'architecture moderne et l'urbanisation moderne, parce qu'il y a des solutions historiques. Vous avez parlé de l'architecture en terre. Voilà, il y a plein de choses qui existent qui sont très, très intéressantes. Par contre, donc les impacts importants, attention à la maladaptation, on a tout petit peu touché ces questions de clim, ça peut être une solution, mais il faut bien que ce soit dans des contextes bien spécifiques, et il y a des effets rebonds, il y a des effets retours qui peuvent être forcément impactants. Pour moi, le message central, c'est il faut quand même bien penser que tout ça, c'est la cause, enfin c'est les conséquences, et qu'il faut d'abord et avant tout travailler sur les causes. Les transitions énergétiques et écologiques de nos pays, tous autant qu'ils sont extrêmement importants pour avoir à minimiser les impacts et donc cette adaptation au changement climatique. Et je termine juste là-dessus en 30 secondes pour vous dire un peu ce que l'AFD fait, l'Agence française de développement, aux côtés du Maroc ici. On a pas mal de programmes en cours avec différents acteurs, différents ministères, mais je citerai très rapidement ce qu'on fait sur l'adaptation. C'est une facilité qui nous permet de travailler avec différents ministères sectoriels. On travaille avec le gouvernement sur la stratégie nationale bas carbone. On a mentionné ici les programmes d'efficacité énergétique. On travaille sur un programme qui s'appelle PIP Cool. Et puis enfin, peut-être que demain, avec les eaux et forêts, on s'intéressera, en tout cas on essaye d'emmener le gouvernement sur réfléchissons à ce que seraient vos écosystèmes forestiers et le système agroalimentaire et la question de sécurité alimentaire dont vous parliez tout à l'heure en 2100. C'est dès maintenant qu'on va poser ces bases de réflexion prospective pour savoir quelles sont les bonnes trajectoires qu'il faut prendre en termes de politique publique. J'arrête juste là-dessus en vous disant qu'en fait, en résumé, on préconise beaucoup de choses, on essaie de financer pas mal de choses qui ont été dites ici autour de la table, que nous, on résume sous un jargon de solutions fondées sur la nature, mais qui vont se retrouver dans beaucoup de choses qui ont été dites, l'architecture bioclimatique, etc., etc. Et je vous remercie. Merci à vous. Zakari Sadir, directeur général du groupe Alto Eco, le mot de la fin. Alors, je rejoins ce qu'il disait Timothée. Les solutions basées sur la nature, la nature nous offre beaucoup de leçons. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Tout ce qu'on a construit comme connaissance universelle aujourd'hui ne sait rien par rapport à tout ce qu'on peut faire encore. Entre l'adaptation, la résilience et la lutte contre le changement climatique, on n'a pas le choix. L'adaptation et la résilience, on n'a pas le choix. S'il faut continuer à survivre, on est obligé de le faire. Mais il ne faut pas baisser les bras et dire voilà, c'est foutu pour le changement climatique, parce que ça fait que s'accentuer. Il y a des solutions réversibles. On peut changer nos villes, les îlots de chaleur peuvent devenir des îlots de fraîcheur, où il fera bon à l'extérieur, ou dans des parcs où la population se trouve dans un cadre de vie agréable, que nos travailleurs également travaillent dans des conditions optimales, même peut-être la nuit, pas la journée, quand il fait chaud. Il y a des entreprises qui font ça.
Et on n'a pas le choix aussi de le faire. En tout cas, je pense que nos territoires, nos villes doivent être conçus en prenant en considération ces aspects-là et ne pas uniquement se projeter sur des modes de villes européennes, skyline, vitrées, autres, ça ne marche pas. Et la preuve, c'est que l'Europe l'a testé. C'est bête de refaire la même erreur. Donc voilà, je pense qu'on a toutes les solutions et on a l'opportunité aujourd'hui au Maroc de montrer et même apprendre à d'autres pays comment faire des villes fraîches et durables. On en a pas mal d'exemples et pas mal d'entreprises et de professionnels à l'international qui viennent au Maroc pour voir comment on construit les choses. Mais malheureusement, on a encore des professionnels marocains, des fois bien placés, haut placés, comme on disait tout à l'heure, qui font encore l'erreur de regarder vers le nord et ne pas regarder ce qui se passe chez nous. Noaden, comme architecte, le mot de la fin. Oui, oui, le problème est complexe. C'est vrai qu'on vit en fait la financiarisation du monde et la financiarisation du monde de l'immobilier, de l'urbanisme et du monde de la médecine aussi. Donc, à l'origine de tout ça, nous avons des banques, des banquiers, etc., qui vont certainement tiquer si jamais on leur propose effectivement de construire des immeubles en terre cuite ou d'une manière traditionnelle. Parce que derrière, il y a des intérêts, des enjeux financiers. Ça, il ne faut pas le nier. L'urbanisme traditionnel qui existe dans le pourtour méditerranéen, qui existe dans le monde entier. Vous allez en Chine, vous avez de l'habitat traditionnel adapté au climat et à la géographie. Vous allez en Chine aujourd'hui, vous avez des régions où on construit d'une manière traditionnelle, qui respecte l'écosystème, l'écologie, l'environnement, etc. Par ailleurs, vous avez des tours. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes obligé de loger 1,5 milliard de Chinois et de les faire travailler. Nous allons avoir de plus en plus... Alors, nous, en tant qu'architectes urbanistes, nous, on vise quoi ? On vise le bien-être de l'être humain. Nous devons avoir une activité transversale, effectivement, mettre, comme aujourd'hui, vous avez pris des gens de différents horizons. Nous devons mettre autour de la table des synergies, effectivement, de personnes de différents horizons, de différentes spécialités, mais pour concourir vers le bien-être de l'être humain. Ça, c'est un idéal, c'est peut-être une utopie, mais je pense qu'on peut y arriver. D'accord ? Et je voulais aussi signaler quelque chose, c'est que bientôt, nous les avons déjà. Nous avions des réfugiés politiques, mais aujourd'hui, nous avons des réfugiés climatiques. De plus en plus, les gens qui vont vers d'autres contrées, etc., sont des réfugiés climatiques. Pourquoi ? Parce qu'ils subissent les aléas d'un climat, justement, qui n'est plus du tout adapté à la vie de la région. Donc, qui ont, bien sûr, des conséquences et économiques, et peut-être au niveau de santé, etc. Donc, je pense que de nos 11 milliards d'êtres humains, dont d'ici les années 2050, on va être soumis à des migrations, de plus en plus des migrations, et il faudra s'y habituer. D'accord ? Comme vous dites, le vieux continent, c'est vrai qu'il est vieux. L'Afrique est le continent, le nouveau continent. Donc, je pense que l'Afrique, peut-être que la solution viendra de l'Afrique. Je le souhaite. On verra bien. On verra bien. Mais moi, je serais peut-être moins alarmiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas au Maroc, je pense que les actions qui ont été prises depuis les années 2010, disons, voilà, il y a eu une sorte de conscience, de prise de conscience des responsables sur les phénomènes climatiques, de stress hydrique, etc. Donc je crois que c'est bien pris en main, c'est bien pris en charge. Maintenant, il faut souhaiter qu'on arrive à nos fameuses smart cities, en fait. Smart city, ça veut dire quoi ? C'est avoir des bases de données qui nous permettent, si vous voulez, de faire des villes inclusives, résilientes, et qui puissent permettre d'avoir une prospérité et un bien-être partagé. C'est un débat à part, cette histoire de smart city. Cheikh Yves Laraki, professeur spécialisé en pneumologie et en allergologie. Je vais être beaucoup plus bref en disant que je vais reprendre un slogan de l'Organisation mondiale de la santé qui dit « Health in all policies », la santé dans toutes les politiques. Et qu'une approche par santé, environnement, travail ou à urbanisation, c'est une aberration. Ça doit disparaître. Il faut qu'il y ait des approches d'abord éthiques et qui regroupent quoi ? Qu'est-ce qui est le plus important chez l'individu dans la population mondiale ? C'est la santé. Et pour avoir la santé, il faut se nourrir, habiter, etc. Donc, il faut travailler. Et pour travailler, il ne faut pas polluer. Donc, on doit faire une approche toujours
incluant santé, environnement et travail. Et mettre la santé au haut de la pyramide. Et il n'y a personne qui passe 24 heures à habiter dans une maison. On va travailler. Et si on ne fait pas cette approche-là, santé, environnement, travail, et on ne met pas la santé dans toutes les politiques, et en sachant qu'il y a One Health, qu'elle soit animale ou humaine, il y a une seule santé. Parce que la santé des animaux influe la santé des humains. Voilà, c'est ma conclusion. La santé et la santé. Et on oublie effectivement que les épisodes de chaleur ont un impact aussi sur les animaux. Et c'est vrai qu'il y a des articles très intéressants sur le sujet aussi. Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien, météorologiste, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, d'abord merci. Et puis, un mot, un appel à nos concitoyennes et concitoyens pour leur demander de faire attention. J'ai rencontré un enfant il y a une semaine qui était complètement évanoui, qui ne tenait pas sur ses jambes, qui vomissait. Je ne suis pas un médecin, mais j'ai tout de suite su que c'était un coup de chaleur. Je l'ai aidé un petit peu à rentrer chez lui. Je crois que maintenant, dans les plages, il faut faire attention avec les jeunes. Quand on fait son sport aussi, je parle sous l'autorité du docteur, il ne faut pas faire de sport sous un soleil de plomb. S'hydrater, c'est très intéressant. Ça, c'est le très, très court terme. Sur le très court terme aussi, nous avons les élections dans quelques mois. Et je crois que quand on parle de changement d'heure comme sujet principal, il faut aussi parler de changement climatique. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant pour l'exécutif pour pouvoir s'intéresser à ce genre de choses. Et puis le troisième court terme aussi, c'est de s'atteler tout de suite sur l'amélioration des connaissances en termes de changement climatique au Maroc. Parce que ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir des données épidémiologiques. Tout à l'heure, vous avez posé la question, Madame Smassouitat, on n'arrive pas à avoir des données sur les hôpitaux, sur les admissions dans les hôpitaux, de tout ce qui est cas de morbidité, de problèmes vasculaires, etc. On n'arrive pas à avoir des données sur l'impact des changements climatiques sur beaucoup de secteurs. Je crois que c'est important parce qu'un problème dont on ne connaît pas véritablement la donnée essentielle ne pourra jamais être géré. Et c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Mohamed Jalil. 15h passées de 35 minutes sur Lux Radio. C'est la fin d'Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées. Avant de se quitter, évidemment, je vous remercie tous pour vos réponses. Chakib Laraki, professeur spécialisé en pneumologie et en allergologie. Merci à Nourdine Komia, architecte. Merci à Zakaria Sader, directeur général du groupe Alto Eco. Merci à Timothée Ourbach, responsable du pôle ressources naturelles à l'AFD. Merci à Mohamed Jalil, ingénieur hydraulicien météorologiste. Merci à l'équipe qui m'accompagne tous les jours, à la production, Fatem Zara Alaoui, Mariam Saberi, un grand merci, à Chafsa et à la réalisation,